Bon, alors j'ai intitulé mon intervention Le sacré au cours de l'hominisation selon René Girard. Alors, comme il y a certains qui pensent que le monde de l'âge de la pierre était un monde idéalisé, c'était le paradis sur terre, que c'était le jardin d'Éden et que tout allait bien jusqu'à ce que, d'un seul coup, l'homme a décidé de vouloir euh, avoir une propriété sur la terre, ou du moins une propriété, même s'il n'était pas euh, euh, était formelle, mais au moins une propriété de la production de ce qui se trouve sur ce qui est terre, donc tout ce qui est néolithique, commencement de l'agriculture. Donc, je me suis dit, il faudrait que je donne un petit peu plus de détails provenant en fait des réflexions de René Girard, et avec partant donc de l'animal jusqu'à l'homme, donc incluant évidemment la partie néolithique, hein, donc l'âge de la pierre, mais même avant l'âge de la pierre, comment l'homme, en fait, comment l'animal est devenu homme, et progressivement, hein, ça s'est fait sur des millions d'années. Puis d'homme, il a découvert qu'il n'y avait pas que la chasse et la cueillette, qu'il y avait aussi la dimension qu'on pouvait produire sur une certaine terre, et ainsi de suite. Après, le reste, on le connaît, hein, société industrielle et compagnie. Mais là, je vais me concentrer plutôt sur la partie du début. Donc, cette intervention a pour but de présenter l'hypothèse de René Girard sur la transformation psychique du règne animal, hein, je dis bien psychique du règne animal, vers le monde humain. Parce qu'il y a une dimension donc, de comportement, donc psychique, pour essayer de voir un processus selon une hypothèse, hein, évidemment. Hein. Personne n'était là à ce moment-là et ça sera très difficile pour pouvoir être absolument sûr de la chose. Après, ce sont des théories qui vont s'opposer l'une à l'autre par rapport à l'état de la science et on va pouvoir dire oh, ça là, ça m'apparaît plus proche d'une réalité, même si d'autres recherches pourront la remettre en cause. Hein. Donc, ce processus donc, se déroule sur des millions d'années. Girard s'appuie sur des observations en éthologie, donc comportement animal, et les données de l'anthropologie primitive et moderne. Avec son ouvrage de 2004, hein, Les origines de la culture, chapitre 2, il complète à la marge sa première théorie énoncée en 1978 dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, chapitre 3. Je donnerai ici qu'une synthèse sommaire de ces idées et j'encourage vivement à lire le chapitre de chaque ouvrage consacré au sujet de l'hominisation pour comprendre la logique de sa démonstration. Je ne peux pas ici la présenter, cette logique totale. Il faut vraiment regarder ça si ça intéresse certains d'entre nous ou certains de nos auditeurs. Donc, cette présentation, je l'ai faite en 3 points, hein, comme d'habitude. Donc, le premier point, c'est une théorie intrinsèquement darwinienne, hein, celle de René Girard. Le deuxième point, c'est l'augmentation de l'agressivité humaine par rapport à celle des animaux. Et il explique pourquoi. Ensuite, la gestion de la violence. Et, si, j'ai encore un quatrième point, c'est des sociétés primitives aux sociétés actuelles. Voilà. Donc, avec tout ça, on aura dressé vraiment un grand éventail de la chose. Donc, par rapport, alors je commence le premier point, c'est une théorie intrinsèquement darwinienne. Donc, par rapport à toutes les autres théories, ne s'intéressant qu'à des fragments de la problématique. Donc, par exemple, je vais m'intéresser juste à l'éthologie, ou je vais m'intéresser à l'anthropologie, ou d'autres encore sont plutôt des philosophes. Eh bien, celle de René Girard, donc la théorie de René Girard, a l'avantage de présenter un moteur décrivant de manière, selon moi, convaincante le processus d'hominisation depuis les stades de l'animalité précoce. Pour autant, Girard décrit également des points de rupture, donc ce n'est pas qu'une évolution continue, mais des points de rupture faisant passer le sujet et le groupe, hein, donc aussi bien individuel que le groupe, à un niveau qualitatif supérieur. Quand on se place, comme Girard, dans une perspective darwinienne, il faut donc se poser la question de la survie de l'espèce, non seulement sur le plan biologique, mais aussi comportemental. Parce que certains comportements vont permettre des survies, alors que d'autres non. Donc, on a observé, donc, dans les groupes animaux, que les plus robustes se trouvent, ça c'est connu, se trouvent en position centrale au sein du groupe par rapport aux individus fragiles auxquels les prédateurs s'attaquent en priorité.
Alors, tous ceux qui sont blessés ou vieux ou trop jeunes, etc. La gestion des périodes donc d'agressivité est l'autre dimension critique pour les animaux grégaires. Là, on pensera les comportements entre les singes, par exemple, hein, donc particulièrement, mais ça peut être aussi les lions par rapport à leur propre progéniture. Sauf chez les carnivores, hein, où le mâle peut tuer ses propres petits, on n'observe que des luttes non létales pour déterminer la hiérarchie de la domination au sein d'un groupe. Donc, d'implicite qu'était le système de la dominance chez les animaux, le système est devenu explicite chez les hommes. Il est aussi plus compliqué. Ça, c'est ce que dit René Girard. Ensuite, deuxième partie, donc ça, c'était la partie survie de l'espèce, survie d'un groupe, en quelque sorte. Hein. On en reparlera après, ensuite. Ensuite, il y a l'augmentation de l'agressivité humaine par rapport à celle des animaux. C'est ce que prétend René Girard. Au cours du phénomène d'homonisation, l'agressivité va croissante. Si les animaux peuvent rivaliser, il dit, hein, si les animaux peuvent rivaliser et combattre sans aller jusqu'à la mort, c'est à cause d'inhibitions instinctuelles qui assurent le contrôle des armes naturelles, par exemple les griffes ou les dents. On ne peut pas croire que ce type de contrôle s'étend automatiquement aux pierres et aux autres armes artificielles le jour où les hominiens commencent à les utiliser. Par exemple, les chimpanzés s'envoient des branchages et non pas des pierres, ou alors de manière marginale et pas aussi précise. Mais tout ça, c'est aussi un phénomène de phénomène d'évolution. Hein. Avec la technicité de ce qui est de plus en plus l'homme qui est arrivé, donc on aura un peu plus de précision aussi dans les armes, qui sont cette fois-ci artificielles. Donc, par rapport aux singes, très vite, pendant le processus d'hominisation, nos ancêtres sont devenus carnivores et chasseurs. Au paroxysme de la chasse, et dit toujours René Girard, de fortes décharges d'adrénaline sont nécessaires et elles peuvent produire aussi, à d'autres moments, au sein du groupe familial, par exemple, sous l'effet d'une contrariété quelconque. Donc, peut provoquer des violences. Et en s'appuyant, et ce qui est intéressant, il s'appuie sur Jacques Monod, Hasard et nécessité. Donc ça, c'est l'ouvrage de Jacques Monod. Chez les primates proches de l'Homo sapiens, la puissance grandissante du cerveau déclenche l'hominisation et non l'inverse, dit-il. Donc il cite Jacques Monod et il l'interprète, et ça il faut relire donc le chapitre en question. Donc il dit, donc c'est d'abord il y a la puissance du cerveau, mais qui est initiée en fait par une nervosité grandissante, parce qu'on devient chasseur, parce qu'il y a les situations qui deviennent de plus en plus dangereuses dans certaines configurations. Ce n'est que par la suite que l'hominisation accroît prodigieusement la puissance du cerveau humain, dit-il. Maintenant, on va revenir à la rage, parce que des fois, quand on est dans un groupe, et la rage, on peut le voir le lion, mais par exemple, un groupe de gens d'hominidés qui vont devenir de plus en plus, disons, avec une boîte crânienne aussi importante, il y a des phénomènes de rage quand on est confiné, par exemple, dans une caverne, et qu'on a faim, et que depuis des semaines, il y a le blizzard qui souffle. Donc la rage, une fois que l'on s'abandonne à elle, elle centripète. Plus elle s'exaspère, plus elle tend à s'orienter vers des êtres, même les plus proches et les plus chers, ceux qui sont le mieux protégés en temps ordinaire par la règle de la non-violence. Et ensuite, il y a un autre phénomène qui est la sexualité permanente, s'enracine dans l'intensification de la mimésis. Le lien essentiel avec le mimétisme confère à la sexualité humaine son caractère conflictuel et la rend elle-même inapte à favoriser l'harmonie des rapports entre les hommes ou même la stabilité des partenaires sexuels. Et justement, là, et maintenant il parle au niveau freudien, mais ça c'est sur un autre plan, Freud ne voit pas que le contrôle des rapports sexuels s'inscrit dans la question plus fondamentale encore de la violence. Souvent, Freud ne met pas en relation la sexualité avec la violence. Pour reconnaître donc le problème que constitue le contrôle de la violence, il faut penser également à une autre activité étrange que nous appelons la guerre, et qui a dû faire une apparition assez précoce
en compagnie du cannibalisme. La guerre primitive se déroule entre des groupes très voisins, entre des hommes que rien d'objectif ne distingue sur le plan de la race, du langage, des habitudes culturelles. Longtemps avant l'apparition de l'Homo sapiens, la réduction des canines, on en a parlé tout à l'heure, aux dimensions actuelles suggère que les pierres ont remplacé la dentition dans la plupart de leurs usages, y compris les combats intraspécifiques. Voilà, ça c'est pour la partie donc de l'augmentation de l'agressivité humaine qui est supposée mais étudiée et disons c'est une hypothèse quoi, que donne René Girard. Ensuite, une fois qu'on a posé la violence, il faut savoir comment elle est gérée cette violence. Donc ça c'est la partie 3, c'est la gestion de la violence. Et là, il y a des différences qu'on va observer entre les animaux et les hominidés ou les hommes, les premiers hommes ensuite. Parce qu'il y a l'autre tendance plutôt philosophique des intellectuels qui, invoquant la culture pour inhiber la violence, eux ne voient absolument pas en quoi consistent les processus culturels, comment ils s'enclenchent sur les processus naturels et comment ils agissent sur ceux-ci pour engendrer des formes de plus en plus humanisées. Donc, poser la culture pour empêcher la violence, René Girard, il pense que, du moins, de ces intellectuels qui présentent cette thèse-là, eh ben, il n'arrive pas à expliquer comment on peut passer d'un animal à un humain. Donc, et c'est là qu'il introduit l'hypothèse mimétique, élimine toutes les fausses spécificités de l'homme. Si on part des interdits de l'inceste, alors là, il montre le contraire, là, il parle du contraire par rapport à Freud. Si on part des interdits de l'inceste ou du motif économique, là on est plutôt marxiste, ou de l'oppression sociopolitique, encore marxiste, ou du motif économique, encore marxiste, on ne peut pas vraiment poser le problème de l'hominisation et de l'origine symbolique sur fond d'animalité. Parce que tout ceci, avant, n'existait pas. Il n'y avait pas d'interdit d'inceste chez les animaux, par exemple. Sauf exception, mais très très spécifique. Ce n'est pas vraiment de l'inceste, c'est... bon, j'en reparlerai plus tard, s'il faut. La mimésis, donc d'appropriation, dit René Girard, est présente dans toutes les formes de la vie. Mais c'est chez les mammifères, dits supérieurs, singes, qu'elle se manifeste sous des formes particulièrement spectaculaires. Et encore plus loin, la rivalité mimétique fait passer à la mimésis d'appropriation, d'accord ? Chacun veut le même objet, hein, parce que chacun veut copier l'appropriation du même objet, débouchant sur la mimétisme de l'antagoniste. D'un seul coup, il y a un conflit entre les deux, qui finit par rassembler la communauté contre une victime et la réconcilier après son sacrifice. Donc, d'un seul coup, il y en a un qu'on va dire, ah ben voilà, celui-là, il est gêneur. Et même chez les premiers hominidés, ce processus peut apparaître. Donc, cela induit aussi la mise en place d'organisations fondées sur les interdits et les rituels. Donc, on part d'abord de la problématique de la mimésis, et ensuite seulement arrivent les interdits et les rituels, évoluant vers la culture humaine, expliquée à partir d'un phénomène naturel. Donc, lui, Girard, il dit, moi, je pars vraiment de l'animal et de son comportement animal qu'on peut observer par l'éthologie, et j'ai une théorie qui me paraît cohérente par rapport aux autres qui parlent d'abord de l'humanisme pour essayer d'expliquer comment l'homme serait non-violent. Donc, le mécanisme victimaire, dit toujours René Girard, très grossier au début de l'hominisation, est le moteur permettant d'expliquer la survie de l'espèce humaine en cours de métamorphose. En se fondant sur les présuppositions de la théorie mimétique, on peut penser que de nombreux groupes et sociétés ont péri en raison justement de violences internes qui n'ont pas débouché sur des phénomènes de victimes émissaires suffisamment efficaces. En gros, finalement, quand un groupe, tout le monde a été violent l'un contre l'autre, eh bien le groupe est devenu trop petit et d'un seul coup, il a péri parce que c'est plus assez significatif pour pouvoir, parce qu'il faut quand même être un certain nombre pour pouvoir résister dans des conditions justement darwiniennes en fait. Hein. Voilà ce que dit Girard en substance. La violence donc unificatrice du mimétisme de l'antagoniste n'est pas seulement
l'origine du religieux, c'est l'origine de l'humanité elle-même, et donc en découlent les rites et les interdits. Là, je me répète par rapport à tout à l'heure, mais il insiste là-dessus. Ensuite, on est au quatrième point, des sociétés primitives aux sociétés actuelles. Ça sera beaucoup plus court. Donc, toujours, ouvrez les guillemets, Girard, dans les sociétés primitives et traditionnelles, le statut et les fonctions que l'individu va remplir sont très souvent déterminés avant sa naissance. La société moderne ressemble d'ailleurs un peu plus, et c'est pour ça qu'on retrouve des fois aussi certains comportements des sociétés modernes avec le primitif aussi, aux sociétés, non, alors, elle va se retrouver plus comparable aux sociétés animales. Parce que là, c'est la lutte de chacun contre tout le monde. Là, on peut dire qu'effectivement, la société primitive, elle a organisé en fait des rites et des interdits, alors que dans la société moderne, il n'y en a plus. Et c'est pour ça que et donc, ces sociétés modernes, comme les nôtres, se rapprochent plus des sociétés en fait animales que les sociétés primitives, hein, où la concurrence dans les sociétés primitives, où la concurrence réelle entre les individus joue un rôle beaucoup plus faible, mais dans un cadre rigide, hein, de rapports sociaux. Plus loin, il dit, si la concurrence mimétique, normalement, ne dégénère pas en lutte à mort dans notre société, donc moderne, ce n'est pas pour les mêmes raisons que dans la société animale. Ce ne sont pas des freins instinctuels qui agissent, c'est pour les mêmes raisons que dans la société animale. Ce n'est pas pour les mêmes raisons que dans la société animale. Ce ne sont pas des freins instinctuels qui agissent, c'est au contraire une armature symbolique qui rend possible la désymbolisation et l'indifférenciation relative du secteur concurrentiel. Je m'explique un peu plus en détail. Donc c'est par l'intermédiaire de l'antagonisme qui ne vont pas jusqu'à la mort que s'établissent des hiérarchies assez semblables du mérite et du succès. Le mérite et le succès, c'est une sorte de symbolisation qui apparaît au sein d'une société. Un tel état des choses triomphe grâce à un effacement local des cloisonnements symboliques. Donc il y a désymbolisation, pour expliquer, qui caractérise les sociétés primitives et qui décourage les rivalités. Ça veut dire qu'il y a moins de cloisonnement chez nous, et donc on arrive à mieux ne pas aller à la lutte jusqu'à la mort, jusqu'à un certain niveau, hein, parce que quand on est en guerre, là, on retourne du chacun pour soi. Maintenant, je conclus. En conclusion, René Girard ne voit aucune rupture fondamentale de la gestion de la violence entre les stades animal, primitif et néolithique. La violence épisodique existe partout. Épisodique, hein, bien sûr, ce n'est pas systématique. Ce n'est que la forme et sa gestion qui trouvent des modes différents de résolution. Elle n'est pas encore artificielle chez les animaux, même si l'éthologie en montre des comportements qui vont y aboutir à cette violence sacrificielle. Hein, par exemple, le plus faible des animaux va être, entre guillemets, sacrifié parce que c'est le loup qui l'aura bouffé, quoi. Donc il est sacrifié, mais pas volontairement. Donc c'est totalement informel. En étudiant donc de manière approfondie les multiples mythes, on identifie les schémas de la violence sacrificielle dans le cadre rigide de codes relationnels. Cette violence sacrificielle est jugulée au cours du néolithique au moyen de rites et d'interdits. Elle fera à nouveau surface dans les situations de crise diverses, telles les sacrifices aztèques ou les pogroms cherchant des boucs émissaires. Donc on refait, c'est par cycle, au moment où vraiment la société est en grave situation existentielle, et bien d'un seul coup, on refait un sacrifice humain, si vous voulez. À l'intérieur des sociétés modernes, la violence physique est détournée vers des objets symboliques, tout en occultant la violence sacrificielle commise sur les peuples du Sud. Oui, parce que ça, c'est ma touche à moi. Ça veut dire que, bien certes, on ne crée plus des sacrifices, hein, on ne fait plus comme dans le temple, on amène l'agneau pour être sacrifié, mais inconsciemment, on ne veut pas vraiment voir les millions et les dizaines de millions de morts qu'on a provoqués dans le Sud pour permettre notre vie confortable. Donc, c'est un sacrifice inconscient et totalement occulté. Mais c'est la logique même, en fait, du sacrificiel. Hein. À force, c'est ne pas voir qu'il y a un bouc qui doit être sacrifié, quoi. Mais avec les bouleversements géopolitiques,
Donc cette violence sacrificielle, celle-ci est en train de se développer dans les pays anciennement industrialisés. La barbarie est en marche pour le monde entier. Voilà, et ça sera tout. Merci beaucoup, Christian, Jean, Oui, Eberhard. Didier, t'as oublié. Sur cette conclusion qui, je dirais, introduit la barbarie actuelle et la trajectoire sur laquelle nous nous inscrivons dans cette barbarie, dans cette perspective justement spirituelle, de la perte du spirituel, de la dévalorisation du sacré. Et c'est un angle particulièrement, je dirais, intéressant qui, qui apporte de l'eau à ce malheureux moulin de la barbarie, je dirais. Mais qui décrit par encore un autre chemin, je dirais, la même réalité et donc qui, je dirais, valide cette analyse globalisante, je dirais. Donc je me suis permis de réagir juste derrière. Christian, est-ce que tu veux enchaîner? Je crois que nous as préparé quelques petites choses aussi. Oui, alors sur le même sujet, enfin disons sur le même intitulé, dire Girard et l'hominisation, j'ai une approche quelque peu différente de celle de Eberhard. Je pars également du fameux chapitre 3 du livre de Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors, je tiens à dire tout d'abord que je ne suis pas du tout un contempteur de Girard, à savoir que son équation mimétisme vers le mimétisme appropriation qui débouche sur sacrifice de la victime émissaire et sur l'occultation du conflit afin de le régler par les institutions dominantes, me paraît une équation absolument imparable pour expliquer le comportement donc des bases spirituelles des sociétés humaines, je dirais, connues. Alors, la question, c'est de savoir si cette théorie de Girard, qu'on pourrait presque dire cette loi de Girard, est une loi qui s'applique à l'homme depuis qu'il existe, ou bien est-ce que c'est une loi qui s'applique comme je le pense encore une fois, je répète que c'est une loi qui me paraît extrêmement exacte et même indiscutable, mais je pense qu'elle ne s'applique qu'aux sociétés humaines post-néolithiques. Et c'est sur cette hypothèse-là. Néolithique ou post-néolithique? Post-néolithique, néolithique et post-néolithique, c'est-à-dire en tout cas pas anténéolithique. Voilà, néolithique et pendant toute la transition néolithique, ça se construit et ça se consolide ensuite entre la fin du néolithique et puis c'est-à-dire disons depuis 12 000 ans. Voilà. Alors, donc en cela, tu diverges de René Girard. Donc. Pardon? Donc, alors, est-ce que je diverge de René Girard? La question est, est-ce que René Girard a dit que sa loi s'appliquait à l'anténéolithique? Il fait partir de l'animalité et de l'hominisation. Premier niveau de question. Voilà, c'est pour préciser la question. Premier niveau de question, est-ce que Girard écrit dans ses bouquins que sa loi s'applique à l'homme depuis Lucie, voilà. Et deuxième niveau de question, si il le dit, est-ce que c'est vrai? Voilà. Alors, le premier niveau de question, il est très clairement posé, je dirais, dès la première ligne du chapitre 3 de son livre, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors, j'en profite pour faire quand même 2 remarques sur ce titre, qui ne m'a jamais plu. Voilà, parce que le monde, qu'est-ce que c'est que le monde? Est-ce que Girard parle du monde humain? Est-ce que Girard parle de la Terre? Ou est-ce que Girard parle du cosmos? Et puis la fondation, qu'est-ce que c'est que la fondation? Est-ce que c'est le Big Bang? Est-ce que c'est l'âge glaciaire? Est-ce que c'est l'apparition
de la vie sur Terre. Donc c'est pas très clair, enfin bref. Mais c'est disons, pour te dire pourquoi il a pris laissez-moi parler. Cette incertitude, en fait, va planer pendant tous les travaux de Girard, n'est-ce pas? Et elle plane aussi sur cette interrogation que je pose, mais qui ne trouve pas de réponse, que Eberhard a dit lui-même, et je l'en remercie, personne ne peut être sûr de ce qui s'est passé, l'évolution sur des millions d'années. Bon, personne ne peut en être sûr. Donc, pour l'instant, on n'en est que sur des hypothèses. Alors, cette question, elle est posée dès la première ligne du chapitre 3. L'interlocuteur de Girard dit « Nous sommes amenés à nous demander jusqu'où dans le passé, humain ou pré-humain, faut-il faire remonter le mécanisme de la victime émissaire? Est-ce que ce mécanisme fonde tout ce qu'il y a d'humain chez l'homme? S'il faut lui rapporter même les institutions les plus anciennes de l'humanité, comme la chasse et les interdits d'inceste, alors bon, la chasse, oui, c'est l'institution les plus anciennes de l'humanité, les interdits d'inceste, je ne suis pas sûr, et personne ne peut en être sûr, comme le dit d'ailleurs très justement Eberhard. Est-ce que c'est déjà du processus d'hominisation qu'il s'agit? Alors attention, là aussi, qu'est-ce que c'est que le processus d'hominisation? L'interlocuteur nous dit, de Girard, et donc Girard aussi, c'est le passage de l'animal à l'homme. Donc, l'hominisation conçue comme ça, c'est le passage de l'animal à l'homme, parce que on pourrait se poser la question de savoir si l'hominisation, c'est par exemple le passage de Homo erectus à Homo sapiens. Bon, c'est pas pareil que si on dit que l'hominisation, c'est le passage de l'animal à l'homme. C'est-à-dire que là, on va parler date. Et on parle date, il faut savoir que Girard se présente, enfin tout au moins est présenté, par exemple dans Wikipédia, comme un philosophe, un historien et un anthropologue. Bon, philosophe, c'est sûr. Historien, bon, il a fait l'école des Chartes, donc on peut supposer qu'il est historien, mais on va voir dans mes développements qu'on a quand même des problèmes de date, de datation, avec ce que nous dit Girard. Et anthropologue, bon, il n'est pas anthropologue, il est critique des anthropologues. C'est un peu comme si on disait que les critiques de cinéma, par exemple, qui font l'émission du Masque et la Plume, sont des metteurs en scène. Non. Alors, bon, il y en a qui sont passés, au début des cahiers du cinéma, on avait Truffaut, Godard, Chabrol, qui traînaient dans la boue tel ou tel. Bon, ils étaient critiques du cinéma, mais ils sont passés à la réalisation. Alors que Girard, lui, donc fait de la critique de très très haut niveau, il a une puissance, disons, de raisonnement tout à fait hors du commun. Il fait une critique, il connaît parfaitement les anthropologues, il les a lus, il fait une critique de l'anthropologie, mais il n'a jamais passé 2 ans chez les Bororons de l'Afrique, de l'Amazonie. Voilà. Alors, voilà la question qui est posée. Et Girard répond, c'est vers cette question que nous dirigeons en effet. Voilà. Et pendant tout le chapitre 3, il ne répond pas à la question. Alors, il nous dit, bon, moi aussi je veux citer des extraits de Girard, les chercheurs ne voient absolument pas en quoi consistent les processus culturels, comment ils s'enclenchent sur les processus naturels. Alors on est là dans la fameuse articulation entre le naturel et le culturel. Le naturel, c'est quand l'homme est encore un animal, et il acquiert du culturel lorsqu'il s'hominise. Et Girard amorce là une critique, moi que je dis critique acerbe de l'évolutionnisme. C'est pour ça que je suis un peu sceptique sur Girard darwinien. Je suis un peu sceptique parce qu'il passe, il taille un costume aux évolutionnistes, quelque chose quand même d'assez fort. On va le voir un peu plus loin. Alors, on lui repose une autre question. Quid de la donnée fondamentale, la mimésis d'appropriation? Alors, Girard répond, mais la mimésis d'appropriation, c'est une donnée effectivement fondamentale que les animaux possèdent en commun avec l'homme. Là, bon, c'est une affirmation gratuite. Parce que, oui, non, mais tu peux avaler ton saucisson de travers. C'est une affirmation gratuite parce que Girard, qui n'est pas exempt disons de points faibles, bon, il confond l'appropriation de survie avec l'appropriation de prestige. Bon, et on verra en fait qu'il y a cette confusion
est assez fondamentale pour expliquer justement cette affaire de bascule. Voilà. Les animaux ont la mimésis d'appropriation pour la survie, bien entendu. Hein, voilà. Bon, mais c'est une facilité que j'ai trouvé un peu trop utilisée par Girard. Dire, mais vous voyez, l'appropriation, elle existe partout. Regardez les chimpanzés, il y a l'appropriation. Ce sont des appropriations de survie. Ce que l'homme a inventé est la culture. Culture, donc, apparition de la culture. La nature, c'est la mimésis d'appropriation de survie. Et la culture, c'est quand l'homme invente l'appropriation de prestige, qui devient l'appropriation de domination, qui devient l'appropriation, disons, de fabrication de richesse, de discrimination, et donc le capitalisme. Donc, la mimésis d'appropriation, elle est en commun entre les hommes et les animaux, oui, pour ce qui concerne l'appropriation de survie, pas pour l'appropriation de prestige. Alors, Girard continue ensuite dans son style qui est caractéristique et que j'aime bien parce qu'il est extrêmement, disons, orgueilleux et vaniteux. Il dit « Mon hypothèse a ceci de supérieur à la psychanalyse et au marxisme, pas moins que ça, qu'elle élimine toutes les fausses spécificités de l'homme. » Ehret Barat a cité cette phrase. Alors, fausse spécificité de l'homme, c'est-à-dire, à mon avis, celle qu'il a acquise par l'évolution pendant la phase néolithique. Et Girard continue. Les animaux dominés, alors il donne un exemple, les animaux dominés se laissent mourir de faim plutôt que de disputer leur nourriture aux animaux dominants. Bon, c'est l'appropriation de survie, c'est-à-dire que le lion, bon, le roi des animaux, que personne n'ose attaquer, mange, fait son festin, mange, et puis les autres sont autour et personne ne pense à lui disputer sa nourriture. On va voir plus tard que ça va. Ce que fait le lion quand il finit de manger, est-ce qu'il s'en va et laisse les reliefs, ou est-ce qu'il reste sur place, qui met un guichet et qui fait payer pour bouffer le reste? Voilà. D'où le lion anténéolithique et post-néolithique, ou l'homme qui prend la place du lion. Alors, Girard continue. Si nous réussissons à penser l'hominisation à partir de la mimésis d'appropriation et des conflits qu'elle engendre, nous échappons à l'objection du cercle vicieux dans la détermination de l'origine, hein, ce que fait Lévi-Strauss dans Tout un thème et tabou. Alors, bon, ce qui serait très intéressant, c'est, on n'a bien sûr pas le temps ici, mais je pense qu'il faudrait le faire, c'est analyser en détail la controverse entre Lévi-Strauss et Girard sur ce point, parce que ça donne l'éclairage sur la question justement qu'on se pose. Et Girard conclut, de ce fait, nous transcenderions du même coup le conte de fées évolutionniste vers une problématique beaucoup plus concrète. Alors oui, les évolutionnistes, pour Girard, sont des gens qui écrivent des fables. C'est un conte de fées, c'est le conte de fées évolutionniste. Il n'y a pas d'évolution, dit Girard, pas d'évolution, parce que dès le départ, hein, il y a ce mimétisme d'appropriation qui va générer ensuite l'hominisation lorsque cette mimétisme d'appropriation deviendra trop important et qu'il faudra le processus victimaire pour le générer. Alors, effectivement, lorsque cette rivalité mimétique, alors que j'appelle universelle, c'est-à-dire qu'on retrouve chez l'homme et l'animal, passe à une mimétisme d'appropriation de prestige, la société animale n'est plus possible. Et c'est l'apparition du mécanisme victimaire, et c'est ce qu'il appelle le seuil de l'hominisation. Alors là, bon, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, mais ça passe quand ça? C'est à quelle date? Oui, bien entendu, à partir du moment où on a un mimétisme qui devient plus fort que le mimétisme animal, donc le mimétisme naturel, ça devient un mimétisme d'appropriation culturelle, donc un mimétisme grosso modo capitaliste, pré-capitaliste. La société animale n'est plus possible. Bon, voilà. Et moi, je mets cette date à, disons, la période de environ 3000 ans, hein, ça s'est étalé sur 3000 ans, de l'évolution, de la révolution néolithique, on dit ça comme on veut. C'est donc la période, ce seuil, c'est la période néolithique. Alors, Girard dit,
Il répond toujours pas à la question. Hein. On me reprochera d'excéder les limites du possible quand je situe le mécanisme de la victime émissaire à l'origine de l'hominisation. Donc il sait très bien qu'on lui reproche cela. Mais là où je dirais, il n'est pas assez précis, c'est qu'on ne peut lui reprocher ça que s'il met une date dessus. S'il ne met pas de date, si on ne sait pas de quand il s'agit, s'il s'agit du passage de l'animal à Lucie, bon, et ça, alors là, personne ne sait trop exactement comment ça s'est fait, ou bien est-ce qu'il s'agit du passage du pré-néolithique au néolithique, sachant qu'on est déjà dans de l'homo sapiens. Alors ça veut dire que l'homo sapiens, il a 200 000, voire 300 000 ans, et ça veut dire que pendant 200-300 000 ans, il n'y a pas eu de mécanisme victimaire. Grande question. Alors, on va nous dire l'anthropologie, elle rend compte de tout ça, etc. Alors, bon, je mets un bémol quand même assez important là-dessus, c'est que l'anthropologie ne rend compte. L'anthropologie, elle part de l'ethnographie. L'ethnographie, c'est la compilation par des êtres humains, par des chercheurs, de ce qui se passe dans des peuplades qu'on appelle primitives et qui, à notre époque actuelle, où il y a au siècle dernier, vivaient de façon extrêmement arriérée par rapport au mode de vie des pays développés. Alors, est-ce que ces peuplades, bon, primitives, hein, la pensée primitive, etc. Bon, est-ce que c'est des peuplades paléolithiques ou néolithiques? Qui va répondre à cette question? Personne ne répond à cette question. Enfin, personne, parce que cette question n'est pas posée, parce qu'elle me paraît évidente. Ce sont des peuplades néolithiques et post-néolithiques. Ce ne sont pas des peuplades paléolithiques. Voilà. Pourquoi? Alors, on va me demander, tu affirmes quelque chose, il faut le prouver. Bon, à défaut de prouver, je vais donner des arguments. Ce sont des peuplades qui sont sédentarisées et qui, alors, effectivement, certaines ne pratiquent pas d'agriculture, très peu quand même. La plupart pratiquent un petit peu d'agriculture, un petit peu d'élevage, et elles ont, dans les peuplades qu'a étudié Mauss, Lévi-Strauss et compagnie, bien, on a très peu de chasseurs-cueilleurs purs. Beaucoup sont en transition mais ils sont tous sédentarisés avec un village, une vie collective. Très peu sont nomades. Donc, il y a un faisceau d'arguments, à défaut de preuves absolues, que ces peuplades primitives, qui sont en fait l'unique terrain d'observation ethnographique de la science actuelle, la science anthropologique, et sont des gens qui vivent de façon néolithique et post-néolithique. Donc, voilà l'ensemble de mes arguments. Je reviens sur ce qui me paraît très important, c'est ces fameux deux types d'appropriation qui sont un peu mélangés chez Girard et qui lui permettent de dire, mais vous voyez, il y a toujours eu l'appropriation, voilà, c'est l'appropriation de survie, et puis l'appropriation de prestige, l'accumulation de prestige et le stockage. Et cette apparition du stockage est très importante, et j'ai découvert récemment un monsieur qui s'appelle Brian Hayden, H-A-Y-D-E-N, notamment le bouquin L'homme et l'inégalité, l'invention de la hiérarchie dans la préhistoire. Dans la préhistoire, c'est-à-dire, là, en fait, c'est donc, le paléolithique. La fin du paléolithique, dont le début du néolithique, qui travaille sur la question du développement des inégalités au sein des sociétés préhistoriques. Avant lesquelles il n'existait aucune accumulation de richesses et aucune hiérarchie. Et la différence avec les sociétés complexes qui, ayant la capacité de tirer un surplus de leur environnement, font ce choix et commencent à créer des stocks alimentaires.
Alors, ça, c'est c'est un ensemble de thèses qui est développé par de nombreux anthropologues. Hein. Je vais citer Alain Testard, Michel Dietler, Ingrid Herbich, Lisbeth Calvet, Kim Tremen, Antonio Gilman, Marie Douglas, Jeanne Arnold. Voilà. Bon, l'idée générale, c'est que les humains, ils n'ont pas beaucoup divergé du reste du monde animal dans leur comportement alimentaire durant les 2 premiers millions d'années. On est au centre du débat. Et ils ont développé à la fin du paléolithique, c'est-à-dire au début du néolithique, la capacité, et c'est ça. Alors là, il y a une charnière un petit peu différente de la mimésis d'appropriation et donc de l'apparition du processus victimaire, mais ça peut très bien, et je pense que c'est parallèle, hein, que ça se fait en même temps, on développe la capacité à transformer les surplus de nourriture en source de division politique. Ça veut dire que le lion qui mangeait sa proie avec tous les autres animaux secondaires autour qui attendaient qu'il ait terminé, bon, eh ben, il s'est mis à dire, attendez, maintenant c'est fini, c'est néolithique, on attaque le capitalisme, je reste à côté de ce qui et puis, ou même, je vais tuer, je n'ai plus faim, donc c'est pas la peine, je vais aller tuer quelques zébus supplémentaires, je vais les mettre devant moi, je vais installer un guichet, hein, et je vais faire payer. Voilà. Bon, Christian, excuse-moi, mais il va falloir que je y aille. Je vais juste faire une petite intervention. Les charmants anthropologues que tu as, ils ont peut-être raison, mais leur problème, c'est que eux aussi, c'est que de la théorie parce qu'ils n'y étaient pas. Hein. Voilà. Alors donc, et aussi, deuxième chose, il ne suffit pas de dire ce genre de choses. Après, il faut trouver un mécanisme qui puisse trouver une solution dans quelque chose qui est ancré en toi, que tu veux peut-être nier aussi, toi, comme quoi toi, tu n'es pas violent, toi, tu es un homme parfait, etc. Parce que c'est ça la tendance, surtout chez les judéo-chrétiens, que tu t'ignores aussi, mais tu l'es quand même, malgré tout, comme disait Onfray. Et donc, quelle est la mécanique que quand tu observes autour de toi, d'accord, est-ce que le phénomène, en dehors de tous les problèmes capitalistiques, etc., hein, parce que ce que disait d'ailleurs Girard à un moment donné, eh bien, en dehors de tout ça, qu'est-ce qui est comme mécanisme qui, par rapport à notre histoire même animale ou à l'âge de la pierre, puis néolithique, pourrait faire qu'on trouve une solution pour réduire moins cette violence. Donc après, il faut pouvoir proposer quelque chose à la place, qui est une certaine armature, une certaine logique collective, et donc une théorie globale qui soit peut-être seulement à 90% vraie. Et ensuite, après, on peut discuter. Parce que sinon, comment on fait là pour résoudre là, avant que la barbarie arrive? Pas avant, mais même après la barbarie, comment reconstruire un monde moins barbare? Et une fois que j'ai dit ça, il faut que je vous quitte, parce que je vous aime tous beaucoup, mais j'ai mon autre présentation à mener. Non, c'est pas moi qui fais la présentation, je vais écouter une conférence sur la bioéthique. Voilà. Excuse-moi de te couper siffler comme ça, mais je voulais juste faire... Non, c'est très intéressant parce que justement, tu as introduit, donc tu poses exactement la question qu'il faut. Après que j'ai dit ça, bon, est-ce qu'il y a une loi derrière et comment on peut faire pour régler, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Ben oui. Mais c'est dans notre chair, hein. C'est pas juste un truc capitalistique en plus, hein. Parce que je vois, toi, avant le capitalisme, on était des petits anges. Hein. C'était le paradis sur Terre. Hop, oui. Après, il y a le chute d'Adam, parce que d'un seul coup, il est devenu capitaliste, ou il est devenu le lion avec son guichet, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, sinon, tu dis, oh, une fois qu'on sera plus capitaliste, oh là là, ça sera la paix. Bisounours. Oui. Je t'aime, hein. Et donc, à bientôt. Oui, moi aussi, je t'aime, parce que tu... Mais voilà, tu es l'interlocuteur idéal, Eberhard. Merci. Allez, à bientôt. À vendredi prochain. Non, mais c'est exactement ça. Merci, au revoir, Eberhard. Laisse-moi partir maintenant. Au revoir, Christian. Au revoir, Didier. Au revoir, Luc. Salut. Je vous laisse. Voilà, donc je vais essayer de me greffer sur la trajectoire proposée par Eberhard pour poursuivre mon propos, si je ne suis pas trop long. Enfin, bon, non, voilà. Bah vas-y, continue. Et donc, Hayden, lui, il invente la thèse du triple A. Alors, en fait, le triple A. Non, mais qui? Brian Hayden. Avide, agressif et accumulateur.
Donc, on voit que cette mimésis d'appropriation, en fait, c'est une mimésis d'accumulation. S'approprier pour accumuler. Parce que la différence, justement, le problème de la polysémie d'appropriation, c'est appropriation de survie ou appropriation de prestige. Bon. Et quand on apporte le mot accumulation, appropriation d'accumulation, là, on bascule effectivement dans le post-néolithique et avec la loi de Girard qui s'applique de façon incontournable. Alors, Hayden parle même de personnalité pathologique, hein, qui existe dans toutes les sociétés modernes, avec 90% des problèmes viennent de ces 10% d'humains qui suivent leur propre intérêt au détriment de la communauté. Voilà, alors il dit aussi que les stocks auraient pu continuer à être gérés collectivement, et bon, ils auraient pu être gérés collectivement, mais la naissance des sociétés inégalitaires est un choix d'une minorité qui a pris le pouvoir, hein, et qui a refusé. Voilà. Alors, je voudrais répondre à, disons, à caricature, donc peut-être pas, ce que dit Eberhardt. Avant le néolithique, l'homme était... Bon, c'est le mythe de l'âge d'or. Alors, ce mythe de l'âge d'or, il existe. Il est caricaturé, décrié, il est méprisé par un certain nombre de penseurs, mais on ne peut pas empêcher personne, et moi en premier, d'y croire. Bon, certains croient. Alors, bon, certains croient en Adam. Bon, enfin, déjà, de nous expliquer pourquoi Adam, il est né en moins 5000 et que l'homme existe depuis 3 millions d'années. Bon, alors, là, la Genèse, il y a un problème. Il y a un problème avec la Genèse. Alors, il paraît que l'Église dit que Adam, c'est une allégorie. Bon, c'est une allégorie, mais bon, là aussi, j'ai un problème de date. Adam, c'est quoi? C'est le premier homme? C'est quoi? Ou c'est le premier néolithique? Bref. Donc, tout ça, c'est une question de croyance. Bon, et donc, la croyance en l'âge d'or, c'est-à-dire l'âge d'or, bon, c'est vrai que le terme prête à la dérision, mais en une période stable, en tout cas, elle était stable, les 2 à 300 millions d'années, 300 000 ans, pardon, qui ont précédé l'émergence, le bouillonnement néolithique, c'est extrêmement stable, voilà, et rien n'indique que les hommes vivaient de conflits permanents, rien n'indique non plus le contraire. Enfin, tous les indices qu'on a vont plutôt dans le sens d'une période de stabilité, d'une période de paix. Voilà. Ouais. Donc, ça peut être un credo, ça peut être une nouvelle spiritualité. Ça peut être, pourquoi pas, la religion catholique est bien basée sur le paradis, le paradis terrestre, l'Éden, enfin tout ce que vous voulez. Bon, on peut très bien imaginer qu'il y a une perversion pour des raisons X, Y, Z. Alors là, c'est une autre émission, toute une autre série d'émissions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ou 4 000 ans, pendant lesquels, objectivement, le mode de vie de l'Homo sapiens, on est toujours sur de l'Homo sapiens, hein, entre moins 300 000 ans et aujourd'hui, on est toujours sur de l'Homo sapiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà. Alors, et le facteur décisif n'a pas été la production de nourriture, la sédentarisation, l'élevage, l'agriculture, hein, mais selon cette théorie de tous ces chercheurs, c'est l'appropriation des stocks par une minorité. Donc, ça veut dire que le capitalisme en tant que vraiment concept de mode de faire valoir économique, parce que les débuts du néolithique, c'est aussi les débuts de l'économie. Avant, il n'y avait pas d'économie. Et tu sais, Luc, que j'ai en tête une histoire de l'économie politique, et l'économie politique, elle démarre avec le néolithique. Avant, il n'y a pas d'économie politique parce qu'il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, on est dans une loi naturelle. Le culturel arrive
avec tout cela. Et il arrive avec quoi? Alors, on a dit, c'est un changement climatique, c'est ceci, c'est cela, c'est la sédentarisation, c'est l'invention de l'élevage, c'est l'invention de l'agriculture. Eh bien, c'est aussi et surtout, alors d'un point de vue cette fois de mire économique, d'analyse économique, c'est l'appropriation des stocks par une minorité. C'est avant d'ailleurs, c'est la constitution des stocks. Et alors, il y a déjà eu dans le paléolithique, ça on le sait, les chasseurs, pêcheurs, cueilleurs commençaient déjà, enfin, il y avait déjà des constitutions de stocks. Mais oui, mais là aussi on est dans la survie ou dans le prestige. Les stocks, hein, on stockait des aliments ou des poissons, ils avaient déjà des techniques de pierres froides, etc. Bon, mais c'était pour que le groupe puisse continuer à bouffer quand les saisons moins clémentes arriveraient. Ce qui change à partir du moment où, d'abord c'est une minorité, c'est plus géré collectivement, c'est une minorité qui se met à constituer des stocks sans aucune raison. Sans aucune raison, je dirais, biologique, sans aucune raison alimentaire. Ce sont des raisons au départ de prestige, parce que moi j'ai un stock, et donc les chefferies ont commencé, les premiers chèques sont ceux qui ont eu des stocks. Voilà. Et après, ils se sont dit, ça ne nous suffit pas d'avoir du prestige, il faut qu'on fasse du pognon. Voilà. Bon, et du fil en aiguille, bon, il a fallu un certain nombre de centaines d'années pour y arriver. Hein. Voilà. Voilà. Et je cite encore Brian Hayden, je considère l'émergence des sociétés transégalitaires, en général, les sociétés complexes de chasseurs-pêcheurs en particulier, comme la mutation la plus importante entre la première apparition de chasseurs-pêcheurs-cueilleurs humains il y a 2 millions d'années et l'avènement de la technologie industrielle et nucléaire. Bon, voilà, c'est une autre analyse spectrale du changement néolithique. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Alors, si, simplement, alors, je me suis posé la question de savoir si c'était volontaire ou pas, chez Girard, de ne pas faire ce distinguo entre l'appropriation de survie et l'appropriation avec un but. Un but, on a vu qu'il était à tiroir. Hein. Bon, au départ, c'est du prestige. Et voilà. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Si c'est volontaire, ça veut dire qu'il sait qu'il y a quand même un point de fragilité dans son équation pour qu'elle soit universelle, parce que moi, son équation, je la valide à partir de néolithique, mais comme il essaye de dire qu'elle est valable depuis la fondation du monde, sans qu'il précise exactement quel est le début de la fondation du monde, je suppose, les gens, je soupçonne un petit peu d'hypocrisie, de mauvaise foi de ce point de vue-là. Voilà, j'aurais terminé, je vous remercie. Merci Christian. Bon, ça a été très très long quand même. Hein. Didier, est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce que tu n'as pas dit grand-chose jusqu'ici. Oui, c'est très intéressant, tout ce que je vous écoute avec vraiment beaucoup d'intérêt. Je suis un peu dépassé sur certaines choses, c'est un fait. C'est comment le titre du livre dont tu parles, Christian, là, enfin l'auteur du livre, là, je sais pas. René Girard. Alors, on a fait plusieurs émissions hein, là-dessus, donc tu peux t'y référer, je pense, hein, sur le site, tu vas les trouver. Donc ça va te non, c'est pas celui-là. Celui-là, je l'ai noté. Celui-là, je l'ai noté. C'est Brian Hayden. Ah oui. H-A-Y-D-E-N. 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 C'est le titre. Alors, il écrit plusieurs livres, mais celui-là, plus personnellement, c'est aux éditions du CNRS. Ça s'appelle L'homme et l'inégalité, l'invention de la hiérarchie dans la préhistoire. Mais il a travaillé, c'est un spécialiste de bien avant Adam Smith, hein, les causes de l'inégalité, il a travaillé sur, enfin bien avant, il est postérieur à Adam Smith, mais il remonte. Il est au CNRS fatalement. Il remonte plus en arrière. Il cherche l'origine des inégalités dans la préhistoire. Et notamment, à la fin du Paléolithique et à l'apparition du Néolithique, il voit les choses arriver à ce moment-là. Okay. Tu enverras les coordonnées, Christian, on les mettra sur le site pour que les gens... Moi, j'ai trouvé très intéressant, je pense que tu as mis le doigt sur le point essentiel, à savoir le stock. Ouais. Donc,
moi, j'ai eu une expérience de vie où j'ai vécu avec des gens qui pratiquaient l'extractivisme. L'extractivisme, c'est la chasse, la pêche et la cueillette, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi tous les matériaux dont on a besoin pour construire la maison, pour faire les bateaux, enfin, c'est-à-dire les pirogues et tout ça. Donc, on utilise uniquement les ressources naturelles. Et donc, il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock. Pourquoi? Parce que la nature est le stock. Donc, on n'a pas besoin de faire de stock, sauf effectivement, comme tu dis, dans certains cas où on essaie quand même de sécher du poisson ou des choses comme ça pour pouvoir en manger quand c'est plus la saison de la pêche. Bon. Alors, Eberhard l'a dit dès le début, il a dit de toute façon, tout ça c'est quand même très théorique parce qu'on n'était pas là pour voir ce qui s'est passé. Alors, effectivement, mais par contre, on peut quand même essayer de comprendre les choses en voyant comment vivent. Il y a encore des peuples qui pratiquent l'extractivisme sur la Terre aujourd'hui, hein. Donc moi, j'ai vécu avec des familles dans l'estuaire amazonien, sur des îles là, qui sont entre Macapa et Belém, et j'ai vu des gens qui vivaient de l'extractivisme. Donc, alors, par rapport à la violence, je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y a aucune violence, non, bon, il y en a toujours un peu, mais ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas convoiter ce que l'autre il a, parce que ce que l'autre il a, on peut l'avoir soi-même, il suffit de prendre son sabre et d'aller dans la forêt, et puis de faire la chose qu'il a fabriquée lui-même, on peut la fabriquer nous-mêmes, donc il n'y a pas de raison comment on disait, du désir de l'autre, là, comme il dit Girard, ça n'existe pas, hein. Donc, si on se remet dans le contexte néolithique, qu'est-ce qui s'est passé effectivement au néolithique? Alors, on dit qu'effectivement, il y a eu un réchauffement global hein, du climat, donc c'est ça qui a fait la raison pour laquelle l'homme a pu inventer l'agriculture, hein. À partir de l'agriculture, il y a eu des stocks. À partir des stocks, il a fallu les comptabiliser, les stocks, parce qu'évidemment, il y avait les stocks de pierre et puis il y avait les stocks de Paul. Et donc, on mélangeait tout ça dans le même silo, entre guillemets, silo bien entendu très, très simple. Et donc, il fallait inventer une manière de comptabiliser les stocks. Et pour comptabiliser les stocks, on a été obligé d'inventer la comptabilité. Et pour avoir la comptabilité, on a inventé l'écriture. Tout ça, c'est un processus qui est venu de l'invention de l'agriculture, hein. Et donc, c'est vraiment le début, le néolithique, cette invention de l'agriculture. C'est vraiment, c'est vraiment là qu'ont été jetées les bases de la société moderne. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme un processus d'hominisation? Eh ben, je suis pas bien sûr, parce que ça serait peut-être plutôt comment dirais-je, le début de la barbarisation, puisque c'est effectivement pas, voilà, 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 c'est ça, oui. On est bien d'accord. Donc, parce que c'est à partir du moment où il y a des stocks, où il y a une lutte énorme pour l'acquisition des stocks, c'est bien évident. Alors que quand c'était les chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, en plus, il faut voir les Amérindiens comment ils font, hein, ils mettent tout en commun. Après, il y en a qui vont à la pêche, d'autres qui vont à la chasse, d'autres qui vont ouais, cueillir. ouais. Quand ils reviennent, ils mettent tout en commun devant la maison commune, là. Et donc, il n'y a pas d'appropriation de personne, quoi. C'est le village tout entier qui va bénéficier de ce que le pêcheur a pêché et de ce que le chasseur a chassé et de ce que les gens qui sont allés cueillir ont cueilli. Donc, tout le monde profite de tout le travail de tout le monde. Voilà, c'est une société où il n'y a pas besoin de se fâcher, hein. D'ailleurs, ils sont cool, comme c'est pas possible, hein, les Indiens, faut voir, hein. C'est pas des gens à s'énerver facilement, parce que ils ont tout ce qu'il faut dans la nature. Bon, c'est la forêt qui est le stock, la rivière qui est le stock de poissons. Donc voilà. Donc ce processus d'hominisation, d'ailleurs, j'avais jamais entendu parler de ce terme, hominisation. Mais c'est vrai que je suis un peu largué parce que je suis ici depuis 20 ans au Brésil, donc je suis un peu complètement. Non, mais tu es un miroir formidable, hein. Pardon? Tu es un miroir formidable pour ça. Ah bon, oui, c'est possible. Alors, donc, pour moi, c'est plutôt le processus de barbarisation, quoi, hein. Donc, alors, je suis d'accord avec toi aussi, Christian, quand tu dis que cette histoire d'Adam et Ève, c'est un mythe et c'est un peu bizarroïde parce qu'on ne sait pas à quel moment le placer. C'est vrai que c'est un mythe. Bon,
Dans la Bible, ce sont principalement des récits, comment ils appellent ça, des récits, j'ai du Allégorique. mal à parler, allégoriques, voilà ça, j'oublie un peu mon français à force de parler portugais depuis 20 ans. Des récits allégoriques, hein, bon, mais ils sont utiles parce que c'est un peu comme les fables de La Fontaine, quoi, il y a une morale à la fin, quoi, et donc le récit Oui. allégorique, c'est ça. On peut s'en servir pour comprendre comment les choses fonctionnent, quoi. Donc à partir de quel moment, si je reprends ce mythe, hein, à partir de quel moment on entre dans un processus de barbarisation, eh bien, c'est le moment où Adam et Ève refusent d'obéir au commandement du Créateur, hein, et c'est-à-dire ils décident par eux-mêmes de faire ce qu'ils considèrent comme étant bien, et donc ils décident d'inventer l'agriculture, quoi, voilà. Alors on peut l'interpréter comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a une violence qui est beaucoup plus importante à partir du moment où il y a des stocks et où il y a de la compétition, et donc c'est plus, comme tu dis, Christian, c'est plus une question d'appropriation pour la survie, c'est une question d'appropriation de prestige, et puis en fait après c'est une fois que l'écriture est inventée, que la monnaie arrive, etc. Et donc tout ça à partir de là, c'est une question de lutte de pouvoir entre les hommes, hein. Voilà, donc bon, ben, je pense que là, le point principal, hein, c'est effectivement le fait de faire des stocks. Alors si on compare ça par exemple encore au récit allégorique de la Bible, quand les Hébreux étaient dans le désert, hein, il y avait la manna qui tombait, hein, qui était donc une nourriture qui était, bon, ça on peut trouver un tas d'explications plus rationnelles, mais c'est un récit allégorique, donc il ne faut pas trop chercher à rationaliser. Mais la manna, Dieu a dit, faut pas la stocker, hein, il faut vous la manger, ce qui tombe aujourd'hui, vous mangez ce qui tombe aujourd'hui, et vous ne faites pas de stock parce que, et alors en plus, le truc c'est que ceux qui ont fait des stocks et qui n'ont pas obéi, ben, la manna devenait empoisonnée, et Ah oui. ouais, ils sont devenus malades, je ne sais même pas il n'y en a pas eu qui sont morts à cause de ça. Donc, interdiction de la part de Dieu de faire des stocks. Donc, quand je dis enfin bon, je dis Dieu, mais bon, je ne suis pas un religieux, hein, je suis beaucoup plus un spirituel, mais on est obligé d'utiliser ce mot-là parce que c'est celui que tout le monde utilise. Mais c'est bien l'esprit créateur qui a dit ne faites pas de stock. Donc, c'est bien lui qui a dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc, je reviens un petit peu sur l'histoire du bien et du mal, hein. Donc, on peut considérer que, alors c'est pas avant le néolithique, est-ce que c'est une civilisation de l'âge d'or? Moi, j'ai pu observer les populations amérindiennes ici. On ne peut pas dire qu'il y a aucune violence, hein, quand même, hein. C'est pas parce qu'il y a quand même le chasseur. Bon bah, déjà dans sa chasse et dans sa pêche, il y a une certaine violence, hein. Et donc, il y a toujours des moments où il y a des difficultés, où il y a le bien-être s'amenuise, et donc il y a un certain énervement qui se produit entre les gens. Donc il peut y avoir, mais enfin en général ça ne va pas chercher très loin, quoi. Donc bon bah voilà, je ne vais pas en dire trop parce que je vois qu'on a déjà dépassé le temps, hein. Voilà ce que je voulais dire simplement. Donc bravo pour avoir identifié l'histoire du stock, là. C'est vraiment le stock qui cause le problème. Il faut Merci. déstocker, voilà. Merci Didier. Oui, effectivement, nous sommes assez longs, donc moi je vais pas beaucoup rajouter là-dessus. Je vais peut-être rajouter une question. Existe-t-il dans ces extractivistes dont tu nous parles, existe-t-il une spiritualité? Bah, c'est-à-dire que maintenant, les extractivistes dont moi je parle, si tu veux, ils sont pas extractivistes à 100%, dans la mesure où ils sont quand même aujourd'hui dans l'estuaire amazonien. Ouais, il y a quand même des bateaux à moteur qui passent dans les canaux et tout ça, donc on ne peut pas les comparer. Mais voilà, la spiritualité qu'il y a la plupart du temps, c'est le christianisme, hein, qui est ici au Brésil. Au Brésil, il y a 80% des gens qui sont chrétiens, hein. Donc, ils sont pas complètement isolés de la société moderne, hein. Donc, c'est pas des extractivistes 100% au sens où on pourrait l'imaginer à l'époque du néolithique, hein. Mais de toute façon, à l'époque du néolithique, on ne peut que imaginer, faire des suppositions et comment dirais-je, des hypothèses, puisque de toute façon, on n'était pas là pour voir, comme l'a dit Eberhard. Donc, à partir de là, c'est que vraiment de la théorie, quoi. On peut pas être sûr de rien, Ah, quoi. alors après, bon, ça c'était la question.
Bah, après, on retrouve des sépultures, hein. Je dirais que la question du stock et de la spiritualité, elle n'est pas simplement que sur les aspects socio-économiques, hein. L'existence de sépultures, notamment, euh, acte fatalement une certaine spiritualité, la relation à la mort, hein. C'est tous les thèmes, je dirais, de la spiritualité qu'on a déjà énoncé par ailleurs, la transcendance, etc. Ça n'épuise pas la spiritualité. Bon, moi, je ne vais pas trop en rajouter. Je dirais, pour moi, la question essentielle, en définitive, c'est l'hominisation commence-t-elle? Quand commence l'hominisation, hein? Et à partir de quand est-ce que la théorie de René Girard explique l'hominisation? Est-ce que ça remonte jusque-là ou pas? Euh, Moi, j'avoue que j'ai tendance à penser que c'est un processus peut-être évolutionniste, justement, peut-être un peu diffus dans le temps, et qui a peut-être justement une époque, peut-être même une rupture qui nous échappe dans le paléolithique, avec l'apparition des sépultures, l'amélioration des techniques, donc une certaine industrie, hein, du paléolithique, hein, puisque paléolithique, c'est les pierres fabriquées de façon industrielle, avec des ateliers, etc. Donc le travail qui existe déjà, bien avant les stocks, enfin les stocks conséquents, je dirais, au-delà des stocks de survie quotidiens. Donc les stocks existaient déjà avant. Donc, bon, moi, j'avoue que, effectivement, de manière évidente, ça a certainement pris un essor, la spiritualité, mais avec le reste de l'économie, je dirais. Et donc, avec euh, cette gestion de l'appropriation, puisque la question de l'appropriation était devenue absolument essentielle. Bon, après, voilà, il faudra peut-être que Didier nous fasse une présentation peut-être sur ces extractivistes. Ça pourrait être intéressant, hein, pourquoi pas. Euh, pour qu'on se nourrisse de ça et de voir, essayer de creuser justement cette question de la spiritualité et d'essayer de se renseigner pour savoir si ces peuples avaient une spiritualité. Bon, maintenant, effectivement, il y a eu le rouleau compresseur chrétien qui a, bon, bah, du coup, mais est-ce que s'ils pouvaient se renseigner pour savoir s'il y avait des spiritualités avant, de quelle Oui, nature oui, elles étaient, oui, oui, etc. il y a des. Bon, enfin, moi, l'Amazonie, c'est un sujet qui m'a intéressé depuis très longtemps, donc j'ai lu énormément de choses là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous J'ai faire une pas, présentation un de ces jours là-dessus alors? j'ai pas lu René Girard, parce que bon, la Non, mais philosophie, c'est pas trop c'est mon pas truc. nécessaire en l'occurrence. Voilà. Mais ce que je peux dire rapidement comme ça, c'est que bon, bah, avant, effectivement, comme tu dis, je j'ai pas noté ton expression, mais l'envahissement du christianisme, ce sont des peuples qui ont ce qu'on appelle des religions animistes, hein. C'est-à-dire que c'est les choses de la nature qui sont transformées en, c'est même pas, on peut même pas dire en Dieu, d'ailleurs, c'est plutôt des Hmm. forces, hein. Les esprits, voilà, C'est, voilà, l'esprit de la nature. Hmm. il y a une ethnobotaniste qui parle très bien de ça. Je me rappelle plus son nom. J'ai un petit problème de mémoire. Euh, Elle parle très bien de ça, de tout ce qui est les croyances animistes des peuples d'Amazonie. Mais avec Donc, des interdits aussi. Mais bah, je te propose d'en faire. Là, on a déjà une émission très longue, donc je propose qu'on en reste ouais, là ouais. et qu'on rebondisse sur ce sujet. Bah, que tu nous fasses peut-être une présentation sur ces extractivistes, parce que notamment Eberhard n'a pas pu en profiter, et bah, ça sera une prolongation de cette émission que je propose d'interrompre maintenant. D'accord, mais alors à ce moment-là, ne Non, la non, mets non, pas mais dans ça le, sera quand tu seras oui, prêt. On n'est ne la mets pas, pas dans le, parce on que n'est là pas dans déjà, l'immédiateté, hein, voilà. voilà, déjà ça fait un mois que je suis sur le New Age là. Oui, oui, mais ah bah, c'est un gros sujet. C'est un gros Donc, sujet, oui, très dans un gros. mois ou dans 2 mois, peu importe. De toute façon, c'est des sujets Voilà, hein, tellement parce que fondamentaux, c'est, assez importants effectivement pour la refondation, le renouvellement spirituel, parce que effectivement, de savoir positionner cette histoire d'hominisation et ça, c'est pas neutre, hein, on le voit bien dans les interventions d'Eberhard et de Christian. Merci beaucoup. Je souhaite au revoir à tous nos auditeurs pour cette émission qui me semble avoir été particulièrement intéressante. très